Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Vanessa. Bonjour Julie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Donc, je suis dans ta maison qui est actuellement en travaux. Donc, pour t'expliquer un peu comment ça va se passer, il va y avoir plusieurs parties dans le podcast. Une première partie où on va plus aborder en fait, ta jeunesse. Où est-ce que tu es née, dans quel cadre familial, quelles études tu as faites. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en compta par la suite, parce qu'on verra que tu as fait une reconversion. Puis ensuite, tes premiers pas en comptabilité, tes premiers jobs, est-ce que tu as changé de cabinet ou pas, pourquoi, jusqu'à arriver à maintenant, ce que tu fais. Donc là, je te laisse te présenter, tu peux nous dire ce que tu veux. Donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 35 ans. Actuellement, je travaille dans un cabinet en Seine-et-Marne de plus de 100 collaborateurs où je suis chef de mission. J'ai passé récemment les épreuves du DEC, donc maintenant on attend les résultats. Et voilà. D'accord, parfait. Alors, si on remonte un peu 35 ans en arrière, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née ? Donc, je suis née en région parisienne. C'est là où j'ai grandi. J'ai jamais bougé en fait. J'ai grandi au même endroit. J'ai été élevée par ma mère seule, qui elle était gardienne d'immeuble, cliché du portugais. Et voilà, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. T'avais des frères et sœurs ? Non, je suis fille unique. Ah, ça nous fait un point commun alors. Ah. Et comment tu l'as vécu, le fait d'être fille unique ? Moi, je sais que souvent, on me dit ça te manque pas d'avoir des frères et sœurs, mais en fait, quand on n'en a jamais eu... On ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu t'es sentie un peu peut-être seule ou... Alors, dans l'enfance, non, pas trop. C'était peut-être plus à l'adolescence. Mais dans l'enfance, non, parce que j'étais plutôt bien entourée. Puis j'avais une cousine qui a mon âge. Je suis très proche d'elle. Donc, voilà. Puis j'avais plein de copains et de copines parce que je vivais en résidence. Donc, voilà, on se retrouvait pour jouer au bac à sable. Donc, dans l'enfance, je me suis jamais vraiment sentie vraiment seule. Ça m'a pas manqué d'avoir de frères et sœurs. Et au niveau de l'école, du coup, t'étais plutôt quel type d'élève ? Sage, turbulente, avec des très bonnes notes, avec des moyennes, mauvaises notes ? Comment c'était ? Alors, en primaire, on va dire que j'étais plutôt bonne élève. Enfin, en tout cas, j'essayais justement pour satisfaire ma mère. J'étais bonne élève aussi parce que j'avais un oncle, finalement, qui a été ma figure paternelle durant mon enfance et qui me poussait, en fait, beaucoup en maths, ce genre de choses. Enfin, c'était lui qui m'aidait beaucoup dans mes devoirs et même pour lui, ça me faisait plaisir d'avoir des bonnes notes. Après l'adolescence, au collège, ça s'est un peu... ouais, ça s'est gâté, surtout en troisième où après, finalement, j'étais une élève fantôme où j'ai eu mon brevet, je crois, avec pile poil le nombre de points qu'il fallait. Quand tu dis fantôme, c'est-à-dire que t'allais plus en cours ? Ouais, je séchais à partir de la troisième. Et c'était quoi la raison ? C'était les copains ? C'était les sorties ? C'était les copains, c'était l'amour d'adolescence. Voilà. Je me cherchais un peu, on va dire. Et puis, ça a été une période où ma mère, elle a rencontré aussi mon beau-père. Et ça a été perturbant pour moi. Parce que quand tu vis plus
plus de 10 ans toute seule avec ta mère, et puis que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vient se greffer, bah, ça a été un peu... ça m'a un peu secouée psychologiquement et je pense que c'est là où j'ai fait ma rébellion. Et donc, voilà. Tu as ton brevet à 10 et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu vas en lycée général ou où est-ce que tu vas? Alors, en fait, en troisième, j'ai fait mon stage en maison de retraite parce que j'avais quelqu'un dans la famille qui était aide-soignante en maison de retraite. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, en fait, après, je me suis dirigée vers un BEP sanitaire et social. Où pareil, j'ai fait l'élève fantôme. Mais j'avais des très bonnes notes quand même, surtout en maths. Enfin, j'aimais bien les matières scientifiques. Et, euh, et après, j'ai fait une première à l'époque, ça s'appelait SMS, sciences médico-sociales. Et pareil, alors là, j'ai commencé à m'assagir un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui était biologie, enfin un peu des matières scientifiques. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien aller en scientifique. Sauf que pour aller en scientifique, il fallait que je repasse par une seconde générale. Alors, j'avais 17 ans, j'avais pas trop envie. Donc, je ne l'ai pas fait. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et donc, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire aussi dans des écoles privées. On pouvait sortir du système scolaire public et aller dans le privé en faisant un bac pro compta. Et donc, je suis allée dans une école et j'ai eu un entretien. Et là, on m'a dit, bah non, vous ne pouvez pas faire de bac pro compta parce que vous n'avez pas de BEP compta. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans la compta? Parce qu'a priori, ça n'a rien à voir avec les Ouais. sciences. Comment ça se fait que tu t'es dit, bon, j'adore la bio, je peux pas aller en S, et bah tiens, pourquoi pas la compta? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la compta? Euh, alors, en vrai, pour juste faire un reset en arrière, le scientifique, c'est parce qu'à cette époque-là, j'ai eu l'idée, j'avais envie de devenir pilote de ligne. Le truc qui n'a rien à voir aussi. J'ai toujours été très changeante, hein. Je pense que c'est mon signe balance qui veut ça. Et en fait, dans mon entourage familial, il y avait pas mal de gens qui étaient dirigeants d'entreprise. Et toujours, j'entendais parler de leur comptable ci, leur comptable ça. Et donc, je me suis dit, ce comptable, il a l'air vachement bien. Donc, je vais aller voir ce qu'il fait pour faire la même chose que lui, pour moi aussi être la comptable super bien. Bon, bref, du coup, ça s'est pas fait. On m'a dirigée vers le secrétariat. Donc, j'ai fait 2 mois et après, je suis partie. Et donc, je suis allée sur le marché du travail euh, pour faire ce que je savais faire, c'est-à-dire travailler auprès de personnes âgées. Et donc, je suis allée, donc j'avais 18 ans, parce qu'avant ça, j'avais pas 18 ans, j'avais pas l'autorisation de travailler. Donc à 18 ans, je suis partie travailler en maison de retraite. Et durant ce travail, j'ai pu passer le diplôme d'aide médico-psychologique pour avoir un vrai poste en CDI. Parce que dans la fonction publique, comme ça, si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas être titularisé. Donc voilà un peu le chemin. Et puis, c'était un métier qui me plaisait beaucoup par rapport à la relation humaine, les échanges, euh, avoir la sensation de faire son travail avec un sens parce que les personnes le rendaient bien. Euh, et puis, ma fille, alors j'avais déjà ma fille, elle a, et quand elle est rentrée à l'école, donc elle avait... C'est à quel âge que t'as eu ta fille, du coup? Ah oui, j'ai eu ma fille à 20 ans. Donc j'ai continué, j'ai continué à travailler en maison de retraite après sa naissance. C'était un peu compliqué parce que c'était des horaires soit en 12 heures, soit tu travailles les dimanches, les jours fériés. Bon, pas à tous les coups, mais voilà. Donc j'ai fait ça et puis quand elle est rentrée à l'école, en fait, c'était plus opportun de travailler comme ça parce que du coup la semaine elle était à l'école. Alors il y avait ses avantages aussi parce que je pouvais aller la chercher quelques fois, mais Ça fait des avantages sur les frais de garde aussi. ouais aussi. Parce que le week-end quand toi tu bosses, t'as toujours quelqu'un à la maison pour te la garder, donc ça aide aussi. Et puis ça te permet qu'elle aille pas à la garderie soit le soir, soit le matin.
Et entre-temps aussi, en portant une résidente, je me suis fait mal au dos et donc du coup j'ai été en accident de travail. Et je pense que ça a été le déclic parce que je me suis dit, la petite elle est à l'école maintenant, ça commence à être compliqué de plus vraiment la voir les week-ends et tout. J'ai mal au dos, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, euh, bah, la compta, c'est un truc que j'avais envie de faire, mais je voulais quelque chose en fait qui, je sais pas comment te dire. En vrai, euh, pour l'histoire, on va dire perso, c'est que je me suis séparée du père de ma fille et que quand je me suis retrouvée au tribunal, tu sais, sur les comptes rendus de jugement, on te met ta profession et tout ça, machin. Et quand tu vois aide-soignante et tout, et que l'autre il gagne plus d'argent que toi, tu te dis mais je vais jamais, tu vois, je vais jamais m'en sortir. Je suis pas crédible en fait. Pour avoir la garde, tu parles Ouais. ou... Bon, même si ça a été très facile pour moi à ce niveau-là, mais peu importe. Euh, et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un métier où je gagne bien ma vie et où le titre il claque. Et donc là, je me suis dit, j'ai voulu faire de la compta. C'est quoi le poste le plus haut? Combien ça gagne? En vrai de vrai, c'est ça l'histoire. Et Non, mais c'est bien de le dire parce qu'il y a sûrement des gens aussi qui nous écoutent, qui se sont lancés dans le cursus parce que aussi il y a une rémunération attractive. Alors bien sûr, c'est un critère quand on choisit son job, c'est pas forcément le seul critère. Après, on y reviendra par la suite. ouais, Entre ce qu'on pense et la réalité, il y a peut-être des fois un petit décalage, mais en tout cas de savoir que tu t'étais engagé là-dedans aussi pour te dire, bah peut-être je veux que ma fille grandissent dans des bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, même si l'argent ne remplace pas l'amour. Enfin, ça aide quand même aussi à donner une bonne éducation. c'est ça. Et pour moi, j'avais l'image, je sais pas si je dois dire j'ai ou j'avais, l'image de l'expert comptable, cette personne qui maîtrise quand même pas mal de sujets euh, euh, où tu as un problème sur tes congés payés, où tu as un problème fiscal pour tes déclarations d'impôts. Enfin, cette personne qui sait finalement presque tout, Le couteau suisse. c'est ça. Et, euh, et qui gagne bien sa vie en plus. Donc je me suis dit, Et pour toi, bien gagner sa vie, c'était combien? Et c'était quoi? C'était ce que tu avais vu peut-être sur Internet bah en vrai, je sais pas trop, mais c'est vrai que par rapport à mon salaire d'aide-soignante, c'était plus. Moi, je pense que à cette époque-là de ma vie, dans ma tête, je me suis dit si je gagne 3 000 € par mois, je serais contente. Parce que là, je crois actuellement, alors je sais pas si je me trompe, en tout cas, il me semble que moi, à l'époque, quand j'avais regardé la fiche expert comptable qui m'a donné envie de devenir expert comptable, il me semble que c'était marqué en moyenne 5 000 euros, je Ah oui, crois. c'est ce qui est écrit, oui. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Après, dans les faits, Ouais. en vrai, c'est tellement variable que je crois qu'on ne peut pas déterminer de tranche de salaire parce que tout dépend comment tu exerces. Et puis le statut, si t'es associé, si t'es ex nihilo, moi j'ai souvent... Bon, ex nihilo, ça veut dire qu'on crée son cabinet, on part de rien, on ne rachète pas de clientèle. Et tu vois, moi j'ai pas mal forcément d'étudiants aussi, des fois, qui se questionnent sur la question du salaire et qui me demandent combien gagne un expert comptable. Et en fait, je leur dis entre 0 et l'infini, parce qu'en fait, Il y a pas de j'ai règle. déjà entendu même des... Enfin, c'est pas pour faire peur, hein, mais des fois, si tu lances ton cabinet, que tu n'as pas de clients, que tu n'arrives pas à trouver des clients, parce qu'au final, un cabinet, ça reste une entreprise. Donc, si tu n'as pas de clients, tu peux pas te payer. Et si tu es tout seul et que tu n'as pas de clients et que tu peux pas te payer, et en fait, tu demandes le RSA et ça existe. C'est pas, je vais pas vous dire que c'est la majorité des experts comptables non plus pour faire Non, pleurer dans les chaumières, mais je veux dire, quand tu es chef d'entreprise, au final, ta rémunération, ça dépend de ce que tu arrives à sortir. Donc, exactement. et après, il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, C'est ça. Après, ça dépend comment on voit les choses, comment on veut exercer. Ça dépend de plein de choses, en fait. Mais moi, dans ma tête, l'expert comptable, à cette époque-là, voilà comment je voyais les choses, c'était quelqu'un qui gagnait plutôt bien sa vie. En tout cas, au-delà de 3 000 qui euros. avait une belle voiture. Ça, franchement, j'ai pas pensé. Mais en tout cas, qu'il y a un salaire qui lui permette de faire plaisir à ses enfants, d'avoir une maison. Enfin, voilà, une situation plutôt stable. Et le titre qui claque, oui, je suis expert comptable.
Ok. Donc à ce moment-là, t'es en Alors, arrêt. je me pose toutes ces questions, je suis en arrêt en accident de travail, et puis après, bah, je reprends le travail, et puis bah, je commence à regarder un peu, à fouiller comment je peux faire, sachant que j'ai déjà ma fille et que je dois subvenir à ses besoins, comment je peux faire pour atteindre mon objectif. Et vu que je suis quelqu'un de très curieuse et plutôt maligne, je me documente. Donc déjà, il y a une fibre. Le fait d'être curieux et de se documenter, c'était pour moi déjà un travail Tu, d'expert tu le comptable. sa- tu le percevais comme tel à l'époque ou Non, non, pas tu t'en du rendais tout. pas compte, C'est c'est maintenant. aujourd'hui, avec le recul, je me dis, le fait d'être curieux comme ça, de chercher, euh, euh, il y a une fibre expertise déjà. Moi, tu sais, c'est ce qu'on m'avait dit dans le premier cabinet, le cabinet où j'étais en alternance, et on m'avait dit une de tes grandes qualités, c'est que tu es curieuse et qu'en fait, c'est super important quand on est expert comptable parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est on peut pas tout connaître. Et parce que, enfin, notamment, je sors cette phrase souvent quand on me dit oui, mais t'es trop jeune. Mais en fait, quand on te donne le diplôme, on te dit pas que tu dois tout connaître parce que c'est impossible. Il y a tellement de secteurs d'activité, de spécificités, de types de structures. Enfin, tu peux pas tout connaître. Mais il faut pouvoir avoir la curiosité d'aller chercher l'information aussi et de la trouver. Et c'est ça, d'ailleurs, l'épreuve de révision qui est au deck. J'allais le dire. Ouais. Si tu veux peut-être expliquer vite fait les épreuves du deck et comment ça fonctionne, parce que notamment l'épreuve de révision, c'est assez atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude en DCG ou en DSCG. Ah bah c'est sûr que c'est atypique puisque tu viens avec ta valise, qui a priori ça fait peur, hein, mais il n'y a pas de raison. Mais effectivement, on a conscience qu'on ne peut pas tout connaître. Donc c'est pour cette raison où tu passes cette épreuve de révision avec toute la documentation que toi tu souhaites apporter. Tu as des gens, ils viennent juste avec une valise cabine, juste des mémentos. Et puis tu as des gens qui sont plutôt comme moi, qui ont peur et qui ramènent la plus grosse valise qu'ils ont pour venir passer l'épreuve. Euh, donc ça c'est pour l'épreuve de révision et en effet on ne peut pas tout savoir, donc il faut avoir tous les documents nécessaires. Mais après même comme ça des fois tu trouves pas parce qu'il faut quand même, euh, c'est pas des bases mais bah déjà cette Une curiosité. expérience professionnelle peut-être qui te permet d'interpréter après le texte. Bah, ça dépend des questions parce que tu vois le fonds de dotation jamais personne n'a vu ça dans sa carrière, enfin Je sais j'exagère ce qui est mais tombé sur. C'est quoi sur. novembre 2021 Voilà, c'est ça. mais disons qu'il faut savoir où aller chercher aussi. Parce que finalement, la réponse à cette question se trouvait dans un des mémentos, mais il fallait juste quand même avoir un... Fallait savoir que ça existe et où est-ce que c'était rangé. Exactement. Et après, pour l'épreuve de déontologie, alors on a tendance à pas réviser trop cette épreuve en se disant que c'est du par cœur, c'est pas que c'est pas important, mais on a tendance à la négliger, surtout avec ces histoires de QCM. Où Et on dit que elle est c'est plus facile. coefficient 1, je crois, Il y c'est a les celle coefficients 1. qui a le plus petit. Qui a le plus petit coefficient sur les trois. Et si tu peux expliquer un peu, c'est un format assez spécial auquel on n'est pas habitué dans le cursus, puisque c'est soit QCM, soit QCR. Si tu peux expliquer un peu Ouais, ce que c'est. alors donc du coup c'est soit QCM, donc question à choix multiples. Alors ceci dit, j'avais suivi une conférence en novembre avec le président du jury qui expliquait que ça serait peut-être plus des QCM mais plutôt des QCU. Et puis on a Donc les à question choix à unique. choix unique où il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne, alors que pour l'instant, à choix multiple, des fois tu as une réponse, des fois tu as deux, Tu as deux, trois. trois réponses possibles, sachant que si tu réponds, en fait, tu n'as pas de point négatif. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Point. Et puis, donc ça c'est QCM, QCU, et tu as donc les QRC, donc questions à réponse courte, où là par contre ça nécessite d'écrire. Alors quand on tombe sur un QRC, c'est très difficile parce que il faut pouvoir rédiger et on n'a qu'une heure. Donc quand c'est le QCM, ça va. Mais alors quand tu es en QRC, il faut que ça fuse en fait. Donc il faut vraiment
Je pense que c'est une épreuve où finalement il ne faut pas faire l'impasse parce que donc on la néglige dans le sens où c'est un coef 1. On a aussi souvent ce qu'on entend, c'est elle est pas compliquée cette matière, donc. Ouais, sauf que là, elle se complique et en vrai, elle est hyper importante dans notre quotidien. Parce que y a plein de choses qu'on voit pas durant le DCG ou le DSCG et qu'on fait ou qu'on voit, mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la finalité, alors qu'en vrai, tout est dans le code de déontologie. Et c'est vrai que quand on est en études, on n'a pas envie de se taper. En plus, le code de déontologie, on se dit, mais c'est quoi ce truc Moi, typiquement, je pense un truc qu'on voit pas dans les études et qu'on doit faire quand on a un portefeuille, c'est, tu sais, quand on a une reprise de dossier, il faut faire une lettre à l'ancien confrère pour demander les documents, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas forcément en études. Enfin, en études, on te dit comment faire la compta, comment faire. On ne te dit pas que quand tu reprends un dossier, il faut envoyer une lettre à l'ancien expert comptable. Non, ça dans les études, tu le verras pas, sauf si tu es en cabinet. Enfin, si tu le fais en alternance et que du coup, c'est par l'expérience. Après, il faut savoir aussi que le diplôme ou même le métier d'expertise comptable, ce n'est pas que les études, c'est beaucoup, beaucoup l'expérience. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout connaître et qu'on est obligé de se mettre à jour continuellement et d'avoir cette curiosité intellectuelle. Et si on remonte du coup, donc tu es en train de chercher les formations. Ah oui, c'est vrai, j'en suis là. Parce qu'à l'époque, est-ce que tu avais passé un diplôme, donc tu faisais d'État pour pouvoir justement travailler dans les maisons de retraite, enfin être titulaire. Et est-ce que tu avais un équivalent bac ou... Pas du tout, justement. Donc c'est là où je me suis dit comment je vais faire sans le bac pour pouvoir y arriver. Et donc j'ai découvert que les universités proposaient de passer ce qu'on appelle un DAE, un diplôme d'accès aux études universitaires, et qui est l'équivalent du bac. Et que, au vu de ma situation, je pouvais la faire en formation continue et donc être financée par Pôle emploi. Donc Pôle emploi me laisse tranquille et en plus, il me paye pendant que je fais mes études. Waouh, c'est tout bénef. Merci la France. Ouais, grave. Là, tu te dis, t'as de la chance quand même. Et bah, donc je me suis... Alors, non, je me suis pas arrêtée là. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça, mais j'ai anticipé et j'ai regardé tout le reste après. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais après le DAE, DCG, BTS, DUT. Il faut dire que c'est pas simple parce qu'en fait, on a plein de choix. Enfin, c'est un cursus qui est ultra flexible. Quand on veut être expert comptable, on peut faire un BTS, on peut faire un DCG, on peut faire un Master CA, un DSCG, une école de commerce. Mais je pense qu'on peut... Peut-être que quand on connaît pas et qu'on se renseigne, on peut être un peu perdu de se dire, ben mince, où est-ce que je vais, sur quelle voie je vais. Toi, tu disais de toute façon, il faut que j'ai l'équivalent bac. Et après, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi ? Alors après, moi, c'est pour des questions financières. C'est que finalement, le DUT-GEA, je pouvais le faire aussi en formation continue, donc pris en charge aussi par le Pôle emploi. Et que du coup, il me donnait des équivalences pour le DCG. Donc pour moi, ça me paraissait plus facile de faire un DUT-GEA plutôt que d'aller directement en DCG. Parce que le DUT était destiné aux adultes en reprise d'études. Et moi, vu que ça faisait plus de 5 ans que j'avais quitté l'école, je me suis dit, il me faut quand même quelque chose d'adapté. Et peut-être que si je me retrouve avec des jeunes qui sont en DCG, je vais être plus larguée. Alors que là, le DUT est plus adapté à ma situation. Et est-ce que déjà, quand tu entres dans le DUT, tu sais que tu veux aller jusqu'au bout ? Ou est-ce que tu te dis aussi, je fais un bac plus 2, comme ça, au moins si je souhaite m'arrêter là et travailler, je peux trouver un emploi ? Ou est-ce que tu étais vraiment à viser le DEC directement ? Non, j'étais déterre. Il faut, je pense, parce que 8 ans d'études... Ouais, non, j'étais trop déterminée. Et la preuve aujourd'hui, c'est que je passe le DEC. Enfin, je l'ai même passé 2 fois. Donc, c'est que je suis hyper déterminée. Non, même à l'époque, c'était l'objectif et je ne l'ai jamais lâché.
D'ailleurs, avec mon mari, on avait fait un post-it qu'on avait laissé sur le réfrigérateur avec le DAE donc en haut de la pile et ensuite les différents cursus en fonction des années et en quelle année je serai expert comptable. On l'a toujours. Et ça, c'est ce qui est souvent aussi recommandé des fois quand on a des objectifs comme ça, enfin que ça soit pour par exemple les sportifs de haut niveau ou quand on a un objectif comme ça qui est à long terme, il faut le visualiser et ça rend aussi tu sais, le chemin, ça lui donne plus de sens. Tu vois, moi c'était pareil quand je suis rentrée. Bon, moi, je suis rentrée en DCG, mais en fait, pour moi, je me suis toujours dit, mon objectif, c'est le DEC en fait. Et du coup, ce qui rend on va dire les diplômes DCG, DSCG, je sais pas comment dire, mais tu vois, c'est pas la même approche de se dire, ok, je franchis une étape, plutôt que de se dire, je sais pas si je vais continuer. Enfin, moi, c'était de toute façon, il fallait que je les ai par. Ce que j'aime bien l'expression, c'est si je rentre pas par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. De toute façon, je veux aller jusqu'au deck, donc que ça soit d'une voie ou d'une autre. Bah, c'est ça. Toi, c'était vraiment ça, quoi. C'était pareil, ouais, c'était vraiment l'objectif. Donc, mais j'y ai réfléchi en amont, donc c'est pour ça que Bah, c'est normal aussi parce que forcément, tu avais déjà une vie de famille, donc tu engageais aussi toute ta famille derrière toi. Le fait de se reconvertir, c'était un projet c'est ça. de famille un Moi, peu. j'avais que ma fille à l'époque, mais j'ai quand même demandé à mon mari si on pouvait le faire. Parce que financièrement, bah, tu perds quand même. Et puis bah, derrière, t'as des charges, donc il faut pouvoir assumer tout ça. Et puis aussi la gestion. Donc c'est pour ça que ce chemin de reconversion, il a fallu effectivement le poser sur une feuille pour visualiser. Et donc, tu découvres un peu les matières de gestion en DUT. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça correspond à ce à quoi tu t'attendais? Quel est ton ressenti? Est-ce que peut-être que là, à l'inverse, tu t'investis dans ta formation et vraiment tu bosses parce que tu aimes ça? Comment ça s'est passé? Alors, je suis investie parce que déjà, je veux atteindre mon objectif. Donc, voilà, moi, quand j'ai un truc en tête, bah, c'est dur de me faire changer d'avis. T'es-tu? Ouais, mais après, c'était dans le bon sens. Après, j'ai eu un super... j'avais un super prof de compta qui donnait envie aussi. Alors, est-ce que c'était le fait qu'on soit en formation continue et que l'approche est différente? Bon, je sais pas. Donc je découvre la compta et là, catastrophe, je comprends rien, j'ai pas la logique, je suis obligée d'apprendre mes écritures par cœur parce que je comprends pas. À ne surtout pas faire. Au début, tu es obligé d'apprendre par cœur, mais après, une fois que tu as compris la Oui, logique. mais au début, j'étais perdue, mais pourquoi ça fait jamais zéro? Enfin, c'est quoi, c'est contenté, débit, crédit, mais c'est pareil, hein, mais les jeunes là, ils se disent je vais arrêter la compta si c'est que ça, mais non. Donc moi je me suis accrochée. T'as quelle matière en DUT exactement? Parce que moi, je suis pas passée par là. Je crois qu'en deuxième année, tu te spécialises, tu choisis. Ah oui, donc j'avais compta, contrôle de gestion, management. Et puis après les troncs communs, c'était français, maths, communication. Et donc, au final, toi qui voulais faire de la compta, tu disais que t'avais du mal, tu comprenais pas. Ah ouais, non, c'était l'enfer. Alors le pire, ça a été le contrôle de gestion. J'ai fait un blocage parce que je trouve que c'est une matière qui est super compliquée, surtout quand t'as jamais vu ça avant. Mais que ce soit même STMG, ils font du contrôle de gestion et c'est pareil, ils comprennent pas pourquoi Enfin, le calcul du coût de revient, c'est quelque chose qui est très compliqué à... Je crois que même 10 ans après, je maîtrise... Non, si je maîtrise plus, mais c'est une phase très compliquée. J'ai fait un blocage sur le contrôle de gestion. Et est-ce que à ce moment-là, du coup, parce que t'es pas fan de la compta, t'es pas fan du Ouais, contrôle de gestion, c'est ça, pourtant, mais... est-ce que tu te dis toujours, oh, je vais faire quand même expert comptable, alors tu pourrais te dire, bon, j'aime pas ces deux matières-là, on va dire que ça représente un peu ce que fait un expert comptable. Donc tu pourrais te dire, finalement, je veux pas être expert comptable. Et non, toi, t'étais déterminée, tu t'es dit, j'aime pas la compta, j'aime pas le contrôle de gestion.
Mais je veux être expert comptable. C'était pas que j'aimais pas, c'est que du coup, je comprenais pas. Donc, je faisais les choses par mimétisme un peu. Donc, apprendre les écritures, apprendre les tableaux de calcul de coût de revient et tout ça. Mais j'ai pas lâché l'affaire parce que j'avais toujours cet objectif. Et peut-être qu'inconsciemment, je savais que le métier d'expert comptable, c'était pas que ça. Et que je me suis accrochée. Je me suis dit, peut-être que je verrais des choses plus intéressantes plus haut. Donc, on s'accroche et on continue. Et est-ce que ça t'a peut-être aussi boosté le fait d'avoir ta fille, tu vois, de te dire, entre guillemets, j'engage toute ma famille dans ce changement, donc je dois réussir, je peux pas... Enfin, même pour eux, tu vois. Est-ce que c'est une démarche que tu avais ? Alors, à cette époque-là, c'était pas trop comme ça dans ma tête. C'était plus, vu que moi j'avais l'image du vilain petit canard de la famille, et quand j'ai dit que j'allais reprendre mes études pour être expert comptable, parce que moi je cache rien, c'est-à-dire que quand j'ai un objectif et que je veux l'atteindre, je le dis, j'ai rien à cacher, donc voilà. Et les gens m'ont pas pris au sérieux. Ils se sont dit, mais jamais de la vie, elle ira jusqu'au bout, ou elle est pas capable. Alors, ils m'ont pas dit ouvertement, mais bien sûr, tu connais les gens, tu sais comment ils sont, donc c'était ma revanche. Et je crois que quand on en avait discuté, c'est ce que tu m'avais dit, c'était aussi parce que dans ton environnement familial, c'était des personnes plus qui n'avaient pas vraiment fait de hautes études. Ah bah oui, personne n'est du milieu comptable. Alors, ils côtoient des comptables dans le cadre de leur profession à eux, mais il n'y a pas de comptable et je crois que le niveau le plus élevé dans ma famille, ça doit être bac+2. Bon, après, j'étais à ce niveau-là, du coup, Mais en c'est bien DUT. quand même que tu aies été déterminée et que tu te sois pas mis de barrière, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient, dans ma famille, on fait pas des hautes études, ou voilà, on me rit au nez quand je dis que je veux être expert comptable, et qui pourraient se dire, peut-être qu'ils ont raison, et toi, t'as pas eu cette démarche-là, toi, tu t'es dit, non, moi, je veux faire le deck, et justement, peut-être que ça t'a motivé à te dire, je vais leur prouver que j'en suis capable. C'est ça. C'est exactement ça. Je vais jusqu'au bout pour leur fermer leur clapet, en fait. Et leur montrer que, ouais, le vilain petit canard, aujourd'hui, tu vois, c'est un signe. Et donc tu fais ton DUT TGEA, tu le valides? Je valide, ouais. Alors, je suis déçue sur ma note à l'oral parce que, pareil, il y avait un rapport de stage. Ah oui, j'ai fait Ah, mon ton premier stage. stage. Mon premier stage au sein du cabinet Audrin avec un expert comptable génial qui prenait le temps, des collaboratrices qui m'ont laissé patauger. Alors, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi parce que quand je posais des questions, on ne me donnait pas la réponse, on me disait cherche. Et donc, ça m'a beaucoup aidée à apprendre le plan comptable surtout. Et j'ai découvert aussi, ouais, Monsieur Audrin qui était qui est l'expert comptable et qui a cru en moi parce que, lui, il, moi j'étais donc dans cette optique vilain petit canard, faut que je montre à tout le monde que je suis capable. Et puis là, j'arrive chez Monsieur Audrin, je lui dis bon voilà, excuse-moi de l'expression, je suis un cassos qui veut être, qui veut avoir le deck. Et lui, sans jugement, il a cru tout de suite en moi et bon, pour lui c'était dommage parce qu'il pouvait pas m'embaucher après, mais voilà, il m'a donné l'opportunité et puis il m'a montré aussi les autres facettes un peu du métier. À partir du premier stage, tu te rends compte un peu plus de ce qu'est un expert comptable. Et parce qu'au début, tu as l'impression que tu fais que des petites écritures, tu vois personne, tu es dans ton petit bureau, et puis en fait, c'est pas du tout ça, parce qu'après, tu commences à voir les bilans, tu reçois les clients. Bon, c'est sympa, tu vois des gens. Donc ça t'a conforté dans ton choix de devenir expert comptable. Oui, mais j'avais surtout cette super motivation qui m'a jamais lâchée. Et puis il y avait chez Monsieur Audrin, il y avait une fille aussi qui avait commencé en BTS là-bas et qui était arrivée presque au deck. Et ça m'a donné envie encore. Je me suis un peu, enfin c'est pas que je me suis identifiée à elle, mais je me suis dit, elle est déjà à ce niveau-là. Et je me suis dit, ouais, moi je vais continuer pour y arriver aussi.
Et justement, pour ton stage, est-ce que ça a été compliqué ou pas de trouver un stage, sachant que tu étais en reconversion? Comment t'as fait? Et bah, ça a été, ça a été la chance pour moi, c'est que c'était le comptable de gens de ma famille. Donc ça a été facile pour moi de trouver. Donc, tu disais que tu étais déçue par ta note de rapport de Ah stage. Tu te oui, rappelles sur quoi tu avais fait? bah, c'était le rapport enfin c'était par rapport aux missions effectuées et tout, mais j'avoue, j'avais pris un ancien plan comptable et en fait tous les intitulés, enfin il y avait des intitulés de compte qui n'étaient plus à jour. Donc en fait j'ai eu une mauvaise note à cause de ça. Donc j'étais un peu déçue. Forcément. Et donc après, tu as terminé ton DUT. Est-ce que à ce moment-là, tu te poses la question où je vais maintenant, quelle voie je choisis? Parce que tu aurais pu choisir de rester en université, tu peux aller du coup en DCG avec les équivalences. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais... Alors je crois que tu étais en DCG, si je spoil un peu. Euh, Dans ta tête, c'était clair ou est-ce que tu t'es reposé la question? Ah non, mais parce que moi, en fait, quand je commence un truc, par exemple, j'ai commencé le DAE, bah, je pensais déjà au DUT. Et puis, bah, en plus, j'ai pas eu le choix parce que le DAE se terminait en mai, non, en avril. Euh, je dis des bêtises. Le DAE se terminait en juin et le DUT commençait en avril de l'année d'après. Donc, en fait, pendant 2 mois, j'ai dû jongler entre l'université enfin, entre le DUT et le DAE. Et quand je suis rentrée en DUT, bah, j'étais déjà à la recherche de ce que j'allais faire après. Donc DCG, avec pareil, formation continue, donc par le Greta. Sauf que bah, j'avais déjà 2 ans de Pôle emploi. Donc bah, comment je vais faire? Et ma chance, c'est que donc les rentrées DCG, c'est septembre. La fin du DUT, c'était février. Donc bah, il fallait que je trouve un job entre les deux pour recumuler des droits Pôle emploi. Et voilà. Et donc là, et bah, il faut que je trouve un poste de comptable. Je sors de DUT avec un stage de 10 semaines dans les pattes. Jamais on va vouloir de moi. Alors effectivement, les cabinets, bah, en plus en pleine période fiscale, comment te dire que... Voilà. Mais j'avais pas conscience de ça à l'époque, hein. Oui, c'est pareil. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est la période fiscale? Parce que moi, je crois d'ailleurs qu'en DCG, je pense que je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas ce que c'était. En fait, on ne le dit pas. Toi, tu es en cours, tu apprends tes cours, mais la vraie vie, le taf que tu fais en compta, en cabinet, en tout cas, on ne sait pas forcément. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la période fiscale? C'est vrai, c'est une vraie question. C'est quoi cette période fiscale dont tout le monde parle et on ne sait pas ce que c'est? Bah, en fait, il faut savoir que dans la plupart des cabinets, on a à peu près 9 dossiers sur 10 qui clôturent leur exercice social, enfin, donc le 31 décembre. Et que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le bilan, notamment la liasse fiscale, qui doit être envoyée aux impôts. Et vu que les impôts ont conscience que 9 dossiers sur 10 sortent à cette période-là, on a une période de l'année qui s'étend de janvier à, on va dire, juin, où on doit faire tous les dossiers pour pouvoir... on doit sortir les bilans, comme on dit. Pour les envoyer aux impôts tous les ans. Exactement. Donc en gros, si je schématise, je caricature, mais le cliché, c'est le comptable, on ne le voit pas de janvier à juin, on ne le voit pas, il est dans le cabinet, il taffe, il taffe, il taffe. C'est ça. Alors, donc, ça veut dire que si on continue dans le cliché, le ski, on oublie. Et puis, bah, les vacances aussi au soleil, loin, aux Maldives, on oublie aussi. Non, mais c'est important parce que, tu vois, des fois, c'est des choses dont les, peut-être les étudiants ou autres qui postulent ne se rendent pas compte, par exemple, qu'il faut éviter de postuler pendant la période fiscale et qui, des fois, me disent « Ah, bah, j'ai postulé il y a 1 ou 2 semaines et j'ai pas de réponse », alors qu'en fait, on est débordé. Et du coup, il faut aussi prendre en compte ce critère-là de la vie professionnelle, de savoir comment ça se passe et d'essayer justement de postuler peut-être, par exemple, quand on cherche une alternance pour, par exemple, son master, peut-être d'essayer de postuler en même décembre, janvier, février, quand c'est pas dans le gros rush, justement pour prendre en compte ces problématiques-là dont nous, forcément, on se rend pas compte, on cherche juste une alternance ou un stage, mais c'est super important.
Non, mais c'est super important, effectivement. Après, si tu es quelqu'un comme moi qui est dans l'anticipation et qui commence une rentrée et qui est déjà en train de voir ce qui va se passer l'année d'après, bon, entre septembre et janvier, tu as vu, tu as le temps. Mais sinon, oui, il faut prendre en compte le fait que dans la plupart des cabinets, une grosse majorité de cabinets, les experts comptables ne sont pas disponibles de janvier à juin. Au moins jusqu'au 8 juin, avec les IRPP. Enfin, non, ça n'existe Les plus. impôts sur le revenu. Exactement, mais ça se dit plus IRPP. Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Donc, tu postules dans des cabinets, mais qui ne te répondent pas ou qui te refusent parce que, entre autres, c'est la période pour fiscale. me redonner le fil quand même. Hein. C'est ça, mais je tombe sur une annonce de Pôle emploi où ils cherchent un comptable à l'Institut de veille sanitaire. Donc c'est de la compta publique. Et donc j'ai de la chance, je suis prise. Je dis pas que tu as de la chance, tu as postulé, tu as fait ce qu'il fallait. Peut-être pas, toi sur le papier, tu pensais que tu n'avais pas forcément le meilleur profil, mais si t'ont pris, c'est que. Ouais, mais c'est parce que. Oui, parce que tu te dis, tu sors de l'école. Ouais, je pense qu'il y a toujours quand même aussi une petite part de bonne étoile qui règne. Oui, mais si t'avais pas repris tes études de compta, si t'avais pas, tu vois. Non, en plus, c'est super bien parce que tu rencontres plein de gens. T'étais seule dans le service comptable ou... Non, mais non, j'avais la fille qui m'a recrutée qui était là. Et puis, il y avait une dame, comment ça s'appelait déjà? L'agent comptable, qui, elle, venait une fois par mois pour valider. Mais en fait, c'était pas vraiment de la... Enfin, moi, j'appelle pas ça de la compta, du coup, parce que c'est très différent de ce qu'on voit en cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la compta publique, il y a beaucoup de procédures. Donc, tu payes pas une facture. Enfin, parce que dans la compta publique, le comptable paye aussi. Il a la main sur les paiements. Alors, en fait, ça, je pense que c'est plus que le fait d'être public, c'est peut-être le fait d'être à l'intérieur de l'entreprise dans un service compta où tu gères aussi les encaissements, les décaissements, valider les bons à payer, exactement. Tout ce genre de choses. Il y a plein de procédures comme ça. Donc, c'est un métier complètement différent du cabinet. Donc, oui, la compta publique s'apparente peut-être plus à la compta d'entreprise. Et donc, j'ai fait ma petite expérience comme ça du mois de mars jusqu'à ce que je commence le DCG au mois de septembre, donc au Greta, en formation continue. Donc, je tente de passer les 6 UE manquantes en un an. Donc, tu essayes de passer le DCG en un an. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui était préconisé par le Greta? Est-ce que c'était une classe qui était spécifique pour passer justement les 6 UE restantes? Ou est-ce que c'était censé être en 2 ans et c'est toi qui t'es dit je veux prendre de l'avance? Comment ça s'est passé? Non, c'était vraiment une formation spécifique pour préparer les 6 UE qu'il fallait pour valider le DCG à l'issue du DUT. Donc, c'était vraiment fait pour que tout le monde puisse valider ces 6 UE. Entre-temps, en fait, durant cette année de DCG, je l'ai passée enceinte de mon deuxième enfant. Donc, t'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 26 ans. Donc, j'ai validé le DAE du premier coup, le DUT du premier coup, et donc je passe cette fois le DCG. Et puis, ça tombe bien parce que bébé est prévu 16 mai, et puis épreuve qui commence... Fin avril, non? Non, fin mai. Ah, fin mai. Et du coup, toi, c'est ironique ou tu penses vraiment... Enfin, tu te dis, ça tombe bien, j'aurais déjà accouché. Exactement. Je me dis, j'accouche et puis je vais passer mes épreuves. C'est ce qui s'est passé. Hein. Et au final, qu'est-ce que ça a donné? Tu les as eus? Alors, non. J'ai pas tout eu. J'ai pas tout eu, mais je pense qu'en fait, c'était un problème de méthodologie. C'est-à-dire que effectivement, le Greta t'apporte toutes les connaissances que tu dois avoir, mais pas la méthodo. Genre, par exemple, les annales, c'était pas quelque chose sur lesquels tu travaillais? Alors, on travaillait pas sur les annales, c'était des exercices fournis par le Greta. Alors, les professeurs étaient très bien et tout, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait ce problème de méthodo et je m'en suis rendu compte que l'année d'après,
que c'était ça qui avait péché. Parce que quand j'ai passé le droit des sociétés, et moi je suis une fanat du droit des sociétés, j'ai pas compris, je crois que j'ai eu 3,75 alors que je connaissais le cours par cœur. Donc en fait, cette année-là, j'ai validé seulement le management, à ma grande surprise d'ailleurs. J'ai souvenir d'être partie du contrôle de gestion en pleurant parce que j'étais tombée sur un sujet. Toujours le traumatisme. Ouais, toujours le traumatisme du contrôle de gestion. Droit social, je crois que j'ai eu 8, j'ai gardé. Je me suis dit, ça, bon, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais après? Et puis, moi, comme j'anticipe tout, je m'étais déjà inscrite à l'ENOS pour faire le DSCG en alternance. Parce que, ça y est, fini la formation continue. Et puis, là, il y a l'opportunité de faire de l'alternance en contrat pro parce que, du coup, je suis déjà dans la catégorie des vieilles. Donc, prochain challenge, trouver un contrat pro, enfin un cabinet qui veuille bien me prendre parce que forcément, ça coûte plus cher un contrat pro qu'un contrat d'apprentissage. Et puis pour pouvoir faire le DSCG. Donc, je me suis inscrite à l'ENOS. Donc, candidature retenue, forcément avec un profil atypique comme le mien, c'est assez... Ah ouais, au contraire, moi j'aurais pensé peut-être un peu naïvement que justement, peut-être tu vois, face à la réaction des cabinets, que ça allait être peut-être un peu pareil dans les écoles, de se dire c'est un profil en reconversion, entre guillemets, qui était considéré comme moins bon que les autres, alors qu'au final, en plus, moi je l'ai vu quand moi j'étais en cours, au final, ceux qui font des reconversions, c'est ceux qui sont les plus déterminés et au final qui vont au bout, parce que justement, quand tu remets quasiment toute ta vie en question pour te dire que tu vas aller, pas forcément jusqu'au DEC, mais que tu vas reprendre tes études, au final, c'est des personnes qui sont surmotivées. Et donc en fait, ta candidature a été retenue facilement. Ouais, en tout cas, à l'école, j'ai pas eu de soucis. Et puis, la chance, encore, a voulu qu'un cabinet à 5 minutes de chez moi, alors que j'étais inscrite dans une école à Paris, veuille bien me prendre en contrat. Parce que toi, t'étais pas sur Paris ? Non, je suis dans le Val-de-Marne, donc c'est à 15 bornes de Paris. Et donc là, un cabinet situé à 5 minutes en voiture de chez moi me reçoit et me prend en contrat pro pour le DSCG. Le problème, c'est que tu n'avais pas validé ton DCG, du coup. J'avais pas encore les résultats, donc quand j'ai eu les résultats, catastrophe, qu'est-ce que je fais? Donc je prends contact avec le cabinet. Bon, je peux plus faire le DSCG, mais bon, est-ce que je peux faire le DCG en alternance, du coup? Et puis, pas de problème. Et donc, qu'est-ce que tu fais? À l'époque, les NOS ne proposaient pas des modules à la carte, donc obligé de se tourner vers l'Intech. Et donc, j'ai sélectionné 4 UE. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'Intech, les équivalences que ça donne Alors, l'Intech, on va dire, c'est quand même la première école de compta en France, surtout en candidat libre, en candidat distance. libre, à distance, en cours du soir. À l'époque, ça se faisait beaucoup en cours du soir. Bon, ça se fait toujours, mais elle fonctionnait bien au début grâce à ça. Et l'avantage de l'Intech, c'est que donc, tu peux choisir toi-même les UE que tu souhaites passer. Et puis, tu peux le faire soit comme si tu étais à l'école toute la semaine, soit si tu es en alternance de combiner tes UE pour regrouper ça sur 2 jours. Ou bien tu fais ça en plus de ton travail et puis tu y vas le soir ou le samedi. Et surtout, ça donne des équivalences avec le diplôme d'État. Équivalences. Alors, le DCG, je me souviens plus comment ça se passe. Alors, je ne suis pas passée par l'Intech, mais en gros, donc le diplôme d'État, c'est le DCG. Et il me semble que les diplômes de l'Intech, c'est le DGC, donc qui n'est pas le DCG. Mais en fait, si on a une note supérieure à 10 à l'Intech, je crois qu'on peut la ramener à 10 à l'État. Exact, ouais, c'est ça. Alors que pour le DSCG, donc DSGC à l'Intech, tu dois valider obligatoirement à l'État. Alors quand on dit valider, c'est la moyenne de 10 pour l'UE1 et l'UE4. Donc le droit et la compta.
obligatoirement validés à l'État. Et qui n'ont pas de dispense, en fait, peu importe le cursus que vous prenez. Par exemple, si on prend le cas classique, on va dire le master CCA, qui donne toutes les équivalences, mais dans tous les cas, peu importe l'école que vous ferez, école de commerce ou autre, il y aura forcément l'UE1, donc qui est le droit, et l'UE4, la compta, qu'il faudra passer à l'État. Et justement, je crois que en fait, l'avantage aussi de l'Intec et ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait d'avoir la double chance, parce qu'en fait, tu passes tes examens à l'Intec. Donc là, par exemple, au moment où on tourne, on est en début juin, donc il y avait les examens il n'y a pas longtemps, donc il me semble que début mai, mi-mai, il y avait les épreuves de l'Intec que vous pouvez passer, et ensuite il y avait les épreuves de l'État, donc ce qui fait qu'en fait si vous avez des bonnes notes à l'Intec, vous pouvez les ramener à l'État si vous avez échoué, on va dire, ou une moins bonne note, et inversement en fait. Donc en fait, on a une double chance, comme si un peu on avait des rattrapages, ce qui n'est pas le cas dans le cursus normal. Ouais. Et donc toi tu prends des cours à la carte. Donc là je prends le DCG pour le... Enfin, le DGC du coup. Le DGC, ouais. Donc je passe les UE à l'Intec, puis je les passe à l'État aussi. Hein. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant faire les deux. Donc je passe ces 4 UE-là et donc je valide l'année d'après. Donc trop contente, bac plus 3 déjà. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pendant que tu étais en alternance, c'était quoi tes missions? Alors du coup, au début, j'ai travaillé en binôme sur des dossiers. J'avoue, on m'a mis très vite dans le bain, donc on m'a donné de la saisie à faire. Donc je me débrouillais pas trop mal, donc ça allait. Donc je suis rentrée en septembre, donc la période fiscale, je la commence donc en binôme, mais quand même de façon quand même assez autonome. Avec des gens pour m'expliquer, on m'a pas laissé patauger ou me noyer. Non, j'ai été prise sous mon aile. Donc après, j'ai eu des dossiers à moi. Pas beaucoup, hein, 10, mais, euh, mais voilà, j'avais mon petit portefeuille. Donc tu commences à te dire, ah, je suis importante, je fais de la vraie compta. Tu faisais des TVA aussi, Oui, des bilans? TVA, je faisais tout. Ouais. Et ça te plaisait? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais quand tu as choisi justement de te reconvertir? C'était l'image que tu te faisais de la compta? Ça correspondait à ce que tu attendais? En fait, j'étais pas trop dans cette optique-là. Je gardais, c'est bête ce que je vais dire, mais je gardais toujours cet objectif et je me disais, de toute façon, c'est un passage obligatoire, donc je le fais. Et puis, ça m'a pas déplu en tout cas parce que je sentais que je montais en compétence? Ouais, enfin, j'allais pas te dire vraiment en compétence, en tout cas en autonomie. J'avais moins besoin de demander, je prenais déjà quelques initiatives, j'avais la relation client aussi, ça c'est important, ça valorise en fait. Et ça aide à prendre confiance en soi. Donc tu valides ton DCG, je pense que tu continues peut-être sur un DSCG en alternance. Est-ce que tu restes dans le cabinet où tu es? Je reste dans le cabinet où je suis, je fais le DSCG et donc quand je passe en DSCG, le cabinet me donne en binôme encore un dossier au Havre, donc déplacement. Donc là, pareil, je commence à avoir un peu d'importance dans le cabinet. Donc, donc les missions, enfin je me dis les missions sont plus riches. Disons que je fais de la compta un peu plus poussée. Je commence à rentrer vraiment dans le métier d'expert comptable. Je vais chez le client. Voilà. Tu discutes avec lui d'autres choses que de la compta, de son activité, de savoir comment ça marche. Peut-être tu visites ses locaux, ses usines. Oui, mais là tu vas visiter les bateaux parce qu'on était au Havre, donc c'était super intéressant. Mais ouais, tu es sur place, tu vois les salariés aussi, donc tu as une vision différente. Parce que tu vois les bulletins de paye, tu te dis, ah ça c'est qui? Ah lui il gagne ça, et après tu le vois. Donc t'as pas la même vision des choses, tu vois. C'est bizarre, mais... Et au niveau des cours, alors, comment ça se passe? Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même une marche, surtout pour l'UE1 et l'UE4 en tout cas. Toi, comment tu gérais les cours? Est-ce que tu trouvais ça difficile?
En fait, c'était dans la continuité. Et j'ai oublié de parler d'une chose parce que je disais que je me suis rendu compte de du problème de méthodologie en DCG après. Et c'est vrai, en fait, entre le BTS et le DUT, BTS, DUT, puis DCG, en fait, il y a un vrai gap au niveau de la méthodologie. On n'est pas préparé à ça. Et je m'en suis rendu compte donc, quand je suis arrivée à l'Intec, parce que le premier cours à l'Intec en DCG, c'est la méthode de réponse. Donc c'est là que j'ai percuté pourquoi j'avais foiré mes yeux. Et c'est important de le dire parce que dans les écoles, quand on passe le DCG et qu'on vient de BTS ou de DUT, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui parlent de la méthode. Et c'est indispensable pour valider ces épreuves. Donc là, tu as la méthode déjà en DSCG, donc Donc en DSCG, finalement, c'est la continuité du DCG. Tu pousses un peu plus loin. Et tu as validé tes épreuves du premier coup ou pas? Alors, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais à l'ENOS? J'étais à l'ENOS. J'avais des profs formidables. T'as eu Cyril? J'ai eu Cyril. Décidément. En MSI, je crois que ça faisait partie de ses premières expériences. On parle beaucoup de toi, Cyril, si tu nous écoutes. Cyril, maintenant, c'était mon prof. Maintenant, c'est un copain. Ça fait bizarre de dire ça. Mais en vrai, quand tu es en DSCG, alors je me suis retrouvée avec des plus jeunes que moi. J'étais la plus vieille, ça fait bizarre. Donc en fait, même au niveau de la pédagogie de l'ENOS, j'étais plus proche des gens qui dirigeaient, entre guillemets, l'ENOS. Qui faisaient les cours. Qui faisaient les cours ou qui s'occupaient des élèves plutôt que... non, je me suis fait des amis. D'ailleurs, j'ai Maxime qui est toujours mon ami, c'est le seul qui est resté. Mais c'est l'avantage aussi de ça, c'est que durant cette reconversion, j'ai connu plein de gens. Des gens avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et qui sont admiratifs aussi du parcours parce que c'est compliqué le cursus d'expertise comptable, mais à la fois c'est valorisant parce que quand tu arrives au bout, t'es content. Tu peux cocher ta petite case. C'est ça. Donc tu te souviens plus Qu'est-ce que j'ai loupé? Je sais que j'ai loupé des trucs. Tu l'as pas eu en 2 ans du coup? Alors, j'ai fait mes 2 ans d'alternance. Et puis après, alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je tournais en rond un peu dans mon petit cabinet à 5 minutes de chez moi. Je me suis dit aussi, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Je vais aller voir. J'avais pris un peu confiance en moi. Et donc, je loupe le DSCG. Il me restait... Je crois il me manquait 3 matières. Je change de cabinet, mais du coup, je fais plus d'alternance. Parce que du coup, tu disais que tu tournais en rond. Et comment tu as fait pour choisir ton autre cabinet? Est-ce que c'était pareil, peut-être par rapport à la proximité géographique ou justement, peut-être que tu cherchais d'autres missions? C'était quoi tes critères? Ouais, voilà, je cherchais d'autres missions. Parce que finalement, le cabinet à 5 minutes de chez moi, c'était très bien, très formateur. Mais j'avais peur par rapport à la montée en compétences liée au diplôme, de ne pas avoir des dossiers qui me permettent justement de grandir dans le cursus. Mais c'est vrai que ça, il y a une grosse marche entre, tu sais, souvent quand on est en alternance en DSCG, donc on voit de la consolidation, de la fusion, et puis il n'est pas rare qu'en fait, quand on est en alternance, il y a des personnes qui font 2 ans de saisie, et là, la marche, elle est juste énorme, donc c'est vrai qu'il faut essayer d'adapter. Bon, toi, tu avais déjà de l'expérience, donc tu pouvais te permettre, entre guillemets, de peut-être changer de cabinet pour avoir d'autres missions un peu plus valorisantes et plus en adéquation avec ce qu'on voit en cours. Mais c'est vrai que quand on est en DSCG, c'est parfois compliqué de jongler entre les deux parce qu'en fait, ce que tu vois en cours n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais au quotidien. Ah c'est sûr, hein, parce que c'est vrai que c'est là où il y a
il y a un gap aussi, c'est qu'en DSCG, on voit des choses que finalement, dans la plupart des cabinets, tu ne vois pas, sauf si tu travailles dans des grands groupes ou ce genre de choses. Donc, finalement, tu fais des choses en DSCG, mais tu comprends pas trop pourquoi, parce que c'est des choses que tu t'as jamais vues. Des fois que tu verras jamais, parce que moi, pour le coup, tu vois, pour avoir fait le DSCG, je dois compter sur les doigts d'une main ce qui m'a servi une notion où je me suis dit, ah oui, j'ai vu ça en cours. Au final, il y a très peu de choses qui m'ont vraiment servi réellement. Au final, je me dis tu vois, ce que j'ai fait, j'aurais très bien pu le faire avec un DCG ou même avec un BTS. Ah bah oui, moi j'ai jamais fait une conso de ma vie. Tu vois, bon, j'ai fait des fusions, l'intégration des tubes. fiscale, des tubes. Ah, des tubes, on a eu le sujet là, mai 2022. Tube de SCI en plus. Bref. Donc tu changes de cabinet, donc là c'est au moment où tu finis tes 2 ans d'alternance ou Alors je finis mes 2 ans d'alternance. Je fais plus d'alternance parce qu'il me reste, ouais, je crois que plus de 3. Je crois j'ai loupé 4 UE et j'en ai repassé 3. Et donc là, je change de cab pour avoir un temps plein. Donc j'ai dit, je vais sur Paris. Et qu'est-ce que tu cherches comme mission? Quelque chose de différent en fait. Quelque chose d'un peu plus grand pour voir s'il y a des dossiers un peu plus importants en termes de volume, pour voir différentes choses avec différents secteurs aussi. Parce que quand tu es dans un petit cabinet, souvent ça se réduit à des commerçants, artisans. Et là, j'avais envie de voir aussi des choses en lien avec le DSCG, donc des groupes un peu plus importants. Donc ce genre de choses. Donc je me retrouve sur Paris, mais pour 2 mois seulement parce que pas de chance cette fois. Euh, j'ai eu que des galères de transport, donc c'était pas du tout adapté avec la vie de famille, les cours, parce que du coup j'ai négocié de faire mes heures de travail sur 4 jours et demi pour pouvoir aller à l'Intec en présentiel. Donc en fait, tu faisais un mix, tu faisais une partie en distance et une partie en présentiel? Exactement. Oui, c'est super flexible en fait, enfin que ce soit au niveau des choix des yeux, au niveau du fait d'être à distance ou en présentiel, c'est Oui, parce que top. tu peux choisir de faire tout à distance. Et c'est assez bien, c'est assez bien fait. Euh, et puis quand tu le fais en présentiel, tu as aussi accès aux cours à distance. Donc si tu peux pas aller à l'école en présentiel un jour quelconque parce que tu as une TVA à finir ou un truc comme ça, bah, tu as toujours la possibilité de voir le replay. Donc tu perds pas le nord. Et l'Intec est quand même plutôt bien fait parce que les cours sont bien... Bon, c'est assez euh, dense, mais quand tu suis les cours en présentiel ou dans les webconférences, c'est beaucoup d'exercices et ça te permet aussi de bien comprendre et d'avoir toutes les infos, toutes les notions que tu dois savoir. Et justement, comment tu as géré aussi le fait de jongler entre tes cours, le taf, et puis t'avais quand même un petit en bas âge? Ouais, bah, c'est pour ça que Paris, ça l'a pas fait et qu'après, j'ai retrouvé un cabinet à côté de chez moi. Et donc, où pareil, j'ai négocié de faire des horaires plus larges pour pouvoir avoir une demi-journée de off dans la semaine. Bah, en fait, t'as pas le choix. tu, bah, tu... En plus, vu que tu répartis tes horaires sur la semaine, donc tu fais des grosses journées de travail, plus ton après-midi que tu as pris pour aller en cours jusqu'à 18h, et plus tes week-ends où tu les passes à réviser. Bah, c'est de Ouais, c'est l'organisation. un travail d'équipe aussi. C'est un travail d'équipe, c'est de l'organisation, c'est tout le monde dans le même bateau en fait. C'est les drives aussi, tu me le disais tout à l'heure, les drives, ça a changé ta vie au Ouais. niveau des courses. Ah oui, le drive de chez Leclerc, c'est la vie. Mais en plus, c'est concomitant avec la naissance de mon fils. Donc c'était fin DCG, où j'étais prise dans les révisions.
mon mari gardait l'enfant et du coup, à quel moment on fait les courses sachant que tu es en pleine révision. Donc ouais, là tu te dis je vais tester le drive, ça a bien marché Et en fait, maintenant, tu peux plus t'en passer. je peux plus m'en passer. Donc, ça le fait pas pour le cabinet sur Paris à cause des transports. Ouais, donc je trouve un cabinet à côté de la maison où du coup on me propose le management aussi d'équipe. Donc je me dis c'est cool. Je vais driver une équipe, ça rentre dans les missions, enfin dans la continuité du DSCG. Et puis en fait, dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que je drive une équipe, certes, je la drive à ma manière, mais je pense que j'ai une fibre, donc ça passe bien. Mais personne sinon pour t'aider. C'était une équipe, c'était des collaborateurs, ouais, des assistants. J'avais 2 personnes, 2 assistants en fait à m'occuper. Donc ça, c'était le bon côté de la chose. Par contre, malheureusement, je suis tombée dans un cabinet où c'était pas du tout organisé, où il y avait un problème de compétences. Donc en fait, j'ai passé mon temps à faire le pompier sur les dossiers. Et donc j'avais l'impression de régresser parce que quand tu es dans le rush comme ça à rattraper des bilans qui n'ont pas été faits ou des choses mal faites, tu n'as plus ce temps où toi tu peux monter, te documenter et tout ça. Donc je me suis dit, il faut que je sorte de là parce que sinon je vais rien apprendre et je vais m'enfermer dans ça. Donc tu restes combien de temps ? 1 an. 1 an et puis je passe mes UE de DSCG donc à l'Intec et à l'État. Et donc ça marche toujours pas. Il m'en manque 2 cette fois. Donc L'UE1 et l'UE4, les deux non, méchantes. je les ai validées. J'ai eu de la chance. Non, c'était... C'est pas de la chance. non, c'est du travail. Tu penseras à moi maintenant à chaque fois que tu diras j'ai de la chance. Mais des fois, j'ai de la chance. Qu'est-ce qui me manquait ? Donc, éco. Non. Finance MCG. Donc là, faut que je change de boulot. Je me retrouve dans un super cabinet à Saint-Mandé. Le top du top. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je passe une UE, je passe 2 UE, sachant qu'il me fallait un 12 en mana ou... je crois que j'avais 8 en finance ou un truc comme ça. Alors, il fallait que je compense. Soit je repassais les 2 au risque de pas très bien m'en sortir, soit j'en passe une mais je la passe à fond et j'ai une super note et j'arrive à valider. Donc j'ai choisi la deuxième option, j'ai passé que mana. Donc je la passe en cours du soir. Ouais, je la passe en cours du soir. Donc tu dis que à distance. Tu es dans un cabinet super. Est-ce que là, tu as aussi un rôle de management ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, pas du tout. Et puis, à vrai dire, c'était pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était à sortir de l'autre cabinet. Et donc là, j'ai un travail de collaboratrice lambda. Donc, je m'occupe... j'ai un portefeuille dont je m'occupe. Et je participe au rendez-vous bilan. Donc, premier cabinet où tu participes au rendez-vous bilan, parce que dans les autres, c'était que l'expert comptable. Donc, c'est pas très cool. Tu fais tout le taf et puis au final, t'as pas les lauriers. Oui, c'est ce qu'on voit des fois dans certains cabinets. Alors, forcément, ça dépend, mais c'est vrai que quand tu bosses sur un dossier, que tu fais tout le bilan de A à Z, et on va dire, entre guillemets, moi, ce que je considère qui est le moment le plus satisfaisant, c'est quand tu fais le rendez-vous avec le client, que tu peux échanger avec lui et sur d'autres choses que de la compta et pas juste lui demander des factures pour son bilan. Et en fait, il arrive dans certains cabinets que ces rendez-vous-là soient plutôt réservés à l'expert comptable qui, lui, je caricature même pas, mais des fois n'a pas regardé le dossier, l'ouvre 5 minutes avant le rendez-vous. Et puis en fait, des fois, il arrive qu'il fasse le rendez-vous tout seul alors que c'est toi qui as bossé sur le dossier. Donc c'est frustrant parce que
le meilleur moment où tu peux vraiment échanger avec le client et où tu passes pas pour le relou qui demande les factures, en fait, c'est pas toi qui l'as. Et donc, c'est frustrant, en fait. C'est très frustrant et c'est dévalorisant pour le collaborateur. Et des fois, on te dit que oui, mais c'est parce que t'es pas capable. Oui, ou des fois, c'est parce qu'on te dit t'as d'autres taf à faire, quoi. Donc, c'est pas cool. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on se retrouve encore avec Vanessa, qui nous parle de son obtention du DSCG, de la formation au cabinet, de la gestion interne et aussi de son stage d'expertise comptable, de son mémoire et de son échec au premier passage du DEC. Parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.